La Saint-Valentin. La fête des amoureux. Une journée presque sacrée qui remonte au XIVe siècle en Angleterre, où l'on croyait que le 14 février, les oiseaux choisissaient leur partenaire. Depuis, il y a les oiseaux qui chantent, les roses rouges partout, les amoureux transis, les portefeuilles vides, les restaurateurs ravis et surtout, les salles de cinéma remplies. Enfin remplies. En tout cas pour certains films. Quoi ? Vous ne connaissez pas les rom-coms, comme disent les jeunes ? Mais alors bienvenue mes amis, bienvenue. Bienvenue chez ETTPQ. Pour l'occasion, Guillaume et moi avons sorti nos petites ailes et bandé nos arcs. Calmez vos ardeurs, je vous prie, je parle bien sûr de Cupidon. Quelle horreur. Installez-vous confortablement et écoutez-nous en couple ou en solo et préparez-vous à découvrir l'amour au cinéma. Et oui, aujourd'hui on vous parle d'une comédie romantique. Putain, si j'avais su qu'un jour on allait faire ça ici. Heureusement, on évite les Bridget Jones, Love Actually et autres quand Harry rencontre Sally. Loin de moi l'idée de les dénigrer, mais la seule fois où j'ai regardé un Bridget Jones, c'était avec une ex. Et franchement, j'étais accro, mais pas elle. Et du coup, me forcer à mater ça en me disant que peut-être ça irait mieux, très mauvaise idée. La vie n'est pas une comédie romantique. Je n'aurais donc qu'une chose à dire au Bastien d'antan. Quelle indignité. Et surtout, t'inquiète pas Bastien, tu vas rencontrer la femme de ta vie dans 1 an. T'auras un fils merveilleux avec elle, et tu vas même la demander en mariage. Et tu sais quoi ? Elle dira oui. Parce que oui, les comédies romantiques, il y en a eu de tout temps. Et si j'ai compris un truc en voyant certaines, c'est que derrière toute la lourdeur et tout le factice d'un amour trop beau pour être vrai, il y a quand même ce message d'espoir. Ce message qui te dit que quoi qu'il arrive, finalement, toi aussi tu le trouveras l'amour. Ou plus généralement, toi aussi tu le trouveras le bonheur. Et c'est pas le film du jour, qui va déroger à la règle. Crazy Stupid Love nous parle évidemment d'amour, mais il le fait en prenant le temps de ne pas occulter les aspects négatifs et humains qui en découlent. Alors c'est vrai, on dit souvent qu'il n'y a qu'un pas entre amour et haine. Mais là, c'est même pas ça, non. Le film prend le temps d'exploiter les peurs et les névroses propres aux relations amoureuses. Ennui, tromperie, divorce, tout y passe, mais sans jamais pointer du doigt. Oui, l'ennui n'est jamais loin, oui, construire une relation durable demande du temps, de l'investissement et du travail. Non, le célibat n'est pas un fantasme enfoui pour tous les hommes mariés. Et quand bien même, la solitude suit souvent l'euphorie des coups d'un soir. Parfois l'amour prend fin, enfin non, il évolue. Et une séparation, peu importe la raison, peut devenir salvatrice. En plus de ça, les réalisateurs du métrage arrivent à nous montrer ça à travers l'innocence et la candeur d'un ado de 14 ans qui a finalement bien mieux compris que les adultes du film que l'amour, c'est un combat. Et puis, d'un aspect purement filmique, le film est drôle, vraiment drôle. Parce que l'humour qu'on y voit y est fait avec une grande honnêteté, et pas cette lourdeur que je mentionnais plus tôt. Bien sûr, Crazy Stupid Love n'invente rien, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Et il se permet en plus de garder dans sa manche un twist à mourir de rire qui relance le film dans le dernier tiers. Alors, prêt à vivre votre propre comédie romantique avec nous ? Allez, générique Cupidon. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries ? Tu me veux, je suis là. Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume. Bonjour à tous, salut Bastien, comment ça va ? Mais ça va très bien, quel plaisir de te retrouver, quel plaisir de vous retrouver. Et en plus, comme je le disais avant l'épisode, mon retour aux éditos, donc je suis bien content, quel plaisir. Oui, c'est vrai, on est très content de vous retrouver. Et puis c'est la première fois qu'on fait un épisode spécial Saint-Valentin. Mais en même temps, cette année, c'est l'année des premières fois, si je puis dire, pour rester dans le thème, puisque c'est la première fois qu'on fait des épisodes à thème. Exactement, c'est l'année thématique. D'ailleurs, si on peut s'arranger entre nous, là j'en profite, qu'il y ait des témoins auditifs. Si l'année prochaine c'est toi qui peux prendre les épisodes thématiques, oui, bien puisque sûr, finalement je me suis rendu compte que Halloween, Noël et Saint-Valentin c'était Bibi quand même. En même temps c'est toi qui as choisi tous les films, voilà, donc ok, voilà. Je n'ai rien à dire, du coup vous avez tous noté, c'est moi qui choisis les films l'année prochaine et là il est déjà en train de regretter. J'ai très très peur. En plus je me suis dit comédie romantique Saint-Valentin, s'il y en a bien un à qui ça va plaire, c'est toi. Si je puis me permettre. C'est vrai que sur le papier tu as totalement raison, voilà. je suis d'accord. Oui, enfin j'ai eu beaucoup raison sur le papier, mais très peu quand même cette année au vu du nombre de fois. De temps en temps, t'arrives à anticiper quand même. J'essaye. Bon, en tous les cas, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va vous parler d'une comédie romantique, donc Crazy Stupid Love, un amour fou au Québec. Bah oui. Évidemment. Un film réalisé par Glenn Ficarra et John Reca, sorti le 29 juillet 2011 aux États-Unis, le 14 septembre de la même année chez nous.
Donc les deux réalisateurs, ce sont ceux qui sont derrière I Love You, Philip Morris, avec Jim Carrey et Ewan McGregor, ou encore le film Diversion, plus récemment, avec Will Smith et Margot Robbie. Enfin, je dis récemment, je crois que le film a au moins 10 ans, mais bon, j'ai du mal à me rendre compte du temps qui passe. Ah, c'est triste. C'est très triste. Le film dure 118 minutes. Alors apparemment, j'ai vu une petite anecdote, il aurait dû faire 3 heures. 3 heures. Ça me paraît énorme aussi. Bah, moi aussi. Mais beaucoup de scènes un peu blabla ont été coupées au montage, visiblement. Ok. Donc écoute, c'est peut-être pas plus mal, parce que je trouve pas que le film en avait besoin. Je me suis pas dit, il manque une Mais moi non plus, version longue. moi non plus, vraiment pas. Donc, mais je te dis, c'est à prendre avec des pincettes, comme beaucoup d'anecdotes que je donne, hein, comme quoi je ne vérifie Propose que très peu mes sources. On lance une pétition pour demander le director's cut. Ah non, on va éviter. Quand même pas. 50 millions de dollars de budget pour un box-office. Là, pareil, j'ai trouvé 2 informations. Soit le box-office a fait 135 500 000 dollars ou 142 900 000 selon les... On va arrondir à 140. On va Ouais, faire coupons plaisir la à tout le poire, monde. voilà, coupons la poire en 2. T'as bien raison. 50 millions de budget quand même. Ouais, hein, c'est... Ok. c'est Non, mais énorme. après, vu le casting, ça s'entend un peu. Je pense. Oui, tout à fait. On va y revenir. Musique de Christophe Beck. Alors, je connaissais pas du tout le garçon, hein, je vais pas faire le mec. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est un aficionado des comédies en tout genre, hein, que ce soit action, romantique ou plus potache. Puisqu'on a pu entendre ses compositions pour des films comme American Pie, Marion Lay, Ok. Le Smoking avec Jackie Chan, 13 à la douzaine, les films Garfield. 13 à la douzaine, waouh. Très très J'ai bon film de mon un enfance. souvenir là de mon adolescence. Je me souviens. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, mais juste, je me revois voir ce film avec mon beau-frère que j'embrasse, qui est rentré très fièrement un soir avec le DVD. Comme souvent, il venait avec des surprises, dirons-nous. Et je me souviens avoir vu ce film et ça me fait. J'avais complètement oublié l'existence du truc, donc voilà, ça m'a fait popper un petit souvenir. Eh ben, je suis là pour ça. Mais Arnaud, moi, c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Hein. C'est un film quand même où on peut voir que Clark Kent est frère et sœur avec Lizzie McGuire. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau quand même. Ça, c'est très beau. Oui, ceux qui ont grandi dans les années 2000 comprendront. On est vieux, putain. C'est ça. Il a également composé la musique des films Garfield ou encore de la trilogie Very Bad Trip de notre ampoule préférée. Ah ouais, c'est vrai. Et oui, Je savais pas que c'est lui qui avait fait ça. Alors pour ceux qui nous découvrent avec cet épisode, hein, je dis notre ampoule préférée puisque Guillaume avait fait une blague sur Todd Phillips Oui, lors de notre voilà. épisode sur Joker Folie Je à vous deux. renvoie à mon Voilà. édito sur Joker Folie à deux. Absolument. CF, cet édito-là. Un de nos meilleurs fous rires de l'émission. C'est ça, tout à fait. Mais c'est également chez les super-héros hein, qu'il a pu officier, puisque plus récemment, comme je disais, c'est lui qui est derrière quand même la BO des films Ant-Man. Waouh, des chefs-d'œuvre, s'il en est. Que des comédies, donc. Oui. Alors, j'ai quand même noté, parce que j'ai vu ça, mais il a quand même œuvré sur la série Buffy contre les vampires, et ça, c'est quand même bien meilleur que Ant-Man. Voilà. Décidément, on est vraiment dans les années 2000. Ah, mais c'est terrible. Ça n'a rien à voir. Vas-y. Je pense que tu sais ce que je vais dire. Pas du tout, mais je t'en prie. Parce que juste, on parle des années 2000. Il se trouve qu'on enregistre le vendredi 13 février et on a appris hier soir ou ce matin la mort de l'acteur de Dawson. Absolument. Et c'est vrai hier. Ça m'a fait quelque chose quand même. C'est un personnage de notre enfance. Moi, je savais qu'il était malade, ce comédien. Mais voilà, je vais être honnête, ça m'a pas trop touché parce que j'ai pas du tout regardé Dawson. Moi, j'ai regardé Dawson et merde. Et c'est une fin de tournage. Salut. C'est de là vient mon amour pour Katie Holmes, malheureusement. Oui, mais évidemment. Mais je l'ai pas vu venir. Mais voilà. Donc non, mais du coup, c'est marrant parce que là, t'as évoqué plein de trucs de cette période-là et Buffy, c'est totalement cette époque. Donc voilà. Oui, non, mais t'as raison. On a grandi avec tout ça. Donc voilà, je voulais juste passer cette info. Voilà. J'avais pas prévu, mais elle est venue. Mais c'est un peu comme quand on a sorti La La Land. Voilà, on a sorti le jour des 9 ans, ou en tout cas, une semaine près. Enfin bref. Les timings, on est bon. On est bon sans le faire exprès, mais qu'est-ce que ce sera le jour où on le fera exprès? Imaginez. Alors bon, revenons à nos moutons. Donc le casting de Crazy Stupid Love. Donc il met en scène en personnage principal Steve Carell. Donc à noter qu'il est ici à la production également. Bon, Carell, évidemment. Michael Scott dans The Office. Évidemment. Voilà, on va pas. Voilà. Mais Crazy Stupid Love, c'est le premier film dans lequel il joue après son départ de la sitcom en 2011, au bout de la saison 7, je crois. D'accord. Mais il avait déjà évidemment officié dans plusieurs films en parallèle de la série, notamment Bruce Tout-Puissant, déjà avec Jim Carrey, on y revient, mais aussi dans 40 ans toujours puceau ou Little Miss Sunshine, pour ne citer que les plus connus à ce moment-là. Il a une sacrée filmographie. Il a une sacrée filmo, ouais. J'ai regardé aussi ça de mon côté, parce qu'évidemment, on l'attache beaucoup à Michael Scott, parce que c'est au-delà d'être le personnage d'une série, c'est un mème d'internet inépuisable.
incroyable. C'est un personnage de la pop culture, quoi. Ah mais totalement. Et en fait, je me rendais pas compte qu'il avait joué dans autant de films, quoi. Ouais. En regardant sa filmo ce matin, j'ai été assez surpris et pas mal de trucs en fait en plus qui ont pas mal marché, quoi. Bah c'est ça. Dans les années 2010, il a quand même enchaîné les projets et il va même prouver qu'il a quand même plusieurs cordes à son arc. Ah mais totalement. Comme beaucoup d'acteurs de comédie d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord. Que ce soit dans Foxcatcher en 2014, d'ailleurs ça lui aura valu une nomination. Il n'a pas remporté mais une nomination aux Oscars. Ou encore The Big Short en 2015, dans lequel il retrouve d'ailleurs Ryan Gosling. Ouais, absolument. Ryan Gosling, du coup Évidemment. j'ai travaillé, tout est lié. Ryan Gosling, donc 2011, c'est un peu l'année qui change la donne pour lui, parce qu'il va quand même jouer dans le film Drive en plus de Crazy Stupid Love. Et surtout, la décennie 2010, il va enchaîner, que ce soit The Place Beyond the Pines, dont on a déjà parlé tous les deux. Quel chef-d'œuvre. Gangster Squad, The Nice Guy, La La Land, et évidemment Blade Runner 2049, dont nous vous parlerons, je pense, peut-être un jour, vu comment Guillaume aime ce film. Tout à fait. Et puis on peut ajouter dans les un peu plus récents Barbie, qui a fait quand même un je l'avais zappé là. Énorme. Oui, effectivement. Ouais, j'ai tellement beaucoup parlé de lui. Ça, pour le coup, ça serait marrant de le faire, parce que c'est un film que je pense qu'on n'a pas du tout le même regard dessus. Je suis d'accord. Et il est à l'affiche d'un film qui sort cette année qui s'appelle Projet Dernière Chance, il a l'air qui très est bien réalisé par Phil Lord et Chris Miller. Moi, c'est des réels que j'aime beaucoup. C'est eux qui ont fait le film La Grande Aventure Lego, puis Lego Batman. Je suis un idiot. En plus, on a dû en parler. On en a parlé quand on avait fait l'épisode dessus. Et voilà, moi, c'est un des films qui me donne le plus envie cette année. Je sais pas si tu. J'ai vu la bande-annonce. Il a l'air très très bien. Après, moi, je t'avoue, je regarde. Enfin, j'ai vu pas mal de films qui me tentaient, mais sans me. Oh, franchement, il est dans mon top 5 de ce que j'ai envie de voir cette année. Il y a le nouveau Spielberg aussi. Je sais pas si c'est cette année. Bien sûr, il y a ça. Après, cette année, c'est quand même une grosse année en termes de. Parce que même en fin d'année. Non, mais tout à fait. Bon, pour rester dans le thème des années 2000, il y a quand même le retour des frères Wayans pour Scary Movie 6 en juin, avec le retour des acteurs des 4 de la quadrilogie originale. Donc ça va être beau. Il y a le retour des Avengers en fin d'année. Évidemment. Et là, on va pas y couper, tu le sais. Oui, je sais bien. Tu t'en doutes. Donc voilà. Et surtout pour Ryan Gosling, pour terminer là-dessus, faut quand même, pour faire le lien avec notre dernier épisode, donc Star Wars 8, sachez qu'il sera en 2027 à l'affiche du film Star Wars Starfighter. Absolument. Qui marquera ses premiers pas dans la saga, quoi, finalement. Tout à fait. Dans une grosse machine. On va en entendre parler encore un paquet d'années de Ryan Gosling. Je pense, ouais. Mais c'est marrant parce que cet acteur-là, au départ, je le supportais pas. Parce qu'à l'époque, pour rester dans les anecdotes, c'est notre ami Manon à l'époque qu'on voyait beaucoup, bien sûr. qui était complètement amoureuse de lui, et je l'accompagnais voir les films tout le temps, et à chaque fois j'étais en mode quel dommage qu'elle ne voit que Ryan et pas Bastien. Et quel dommage. C'est vrai qu'à côté de lui, c'est compliqué d'avoir de la dans ce film. Enfin bon, bref. Non, du coup, j'ai parlé de Gangster Squad et La La Land pour Ryan Gosling, donc la transition est encore une fois toute trouvée pour parler d'Emma Stone. Évidemment. Puisque Crazy Stupid Love marque leur première collaboration tous les deux. Emma Stone, évidemment, le crush de Guillaume dans La La Land, et je vous invite à réécouter notre épisode dessus pour en avoir la preuve. Mais c'est aussi mon crush dans les films The Amazing Spider-Man, puisqu'elle incarne Gwen Stacy. Tout à fait. Et plus récemment, c'est dans des films comme Cruella ou Pauvre créature qu'elle s'est démarquée, pour lequel elle a eu d'ailleurs son 2e Oscar. Que je vous invite à voir. C'est vraiment un film particulier de Lanthimos, je crois que c'est ça le nom du réalisateur, qui a vraiment je ne connaissais pas le réal, je vais pas faire l'ancien. Style particulier. Elle a joué dans 2 de ses films en 2023 et 2024. Et voilà, et elle joue même dans 2025, elle a joué dans Bungonia, je vois. C'est un film du même réal d'ailleurs. Du même réal, ouais. Donc il aime beaucoup cette comédienne, et on comprend pourquoi, parce que c'est une très bonne comédienne. Mais vraiment, pour Creatures, c'est vraiment Poor Things, c'est vraiment un film particulier. Il y a un grain spécifique. C'est-à-dire que ce réal-là, il n'utilise que des fisheye. Donc il a vraiment une image très déformée, très arrondie. Le film me tentait pas, si c'est avec Mark Ruffalo aussi, ouais, je crois, et c'est vraiment particulier, mais c'est pas mal. Moi, j'avais trouvé ça très sympa. Et elle aussi, quand on regarde sa filmo, c'est quand même, elle a une carrière qui est jeune. Elle a commencé en 2007, si j'en crois à son Wikipédia. Je crois que le film qu'il a vraiment révélé juste avant la décennie 2010, c'était Bienvenue à Zombieland, parce que je crois que ça doit être 2009. Ouais, c'est ça. Et là, je te fais ça de souvenir, mais il me semble qu'après, elle a joué dans des comédies un peu romantiques. Il y en a une particulièrement, si tu l'as devant les yeux, la filmo. Sex entre amis, Easy Girl. Easy Girl qui l'a vraiment révélé. C'est ça, je crois. Et c'est vrai qu'après, elle a enchaîné des trucs incroyables. Enfin, t'as parlé des Spider-Man, évidemment. On peut parler de La La Land, on peut parler de Birdman. On a déjà parlé de La La Land et Birdman, Guillaume. Non, mais je veux dire qu'on peut le rappeler ici. Non, mais quand je regardais sa filmo, je me suis dit, mais putain, c'est fou quand même. Sans le vouloir, on a fait quand même
Plusieurs films. Beaucoup de films avec elle, quoi. Ah, c'est le troisième. C'est le ni troisième. plus ni moins. Donc voilà, c'est une actrice qui revient et qui risque de revenir parce qu'il y a d'autres films dans lesquels on aimerait. Enfin, moi, j'aimerais qu'on traite dans ce podcast. Et je finis sur ça parce que je l'ai sous les yeux. Je savais pas. Elle a joué dans un épisode de Malcolm. Tu te souviens pas? Ben non, je me rappelle pas. Donc je vais évidemment le revoir avec plaisir. Et toujours pour rester dans les années 2000, dans Malcolm, ça a été aussi l'occasion de voir pas mal d'acteurs et d'actrices Oui, connus dans les années 2000. Je sais pas si tu te souviens de la série Heroes que j'aimais beaucoup. Bien sûr. La cheerleader Hayden Panettiere a joué dans Malcolm. Elle jouait Jessica. Je sais pas si tu te souviens. Non. C'est celle qui fait aller voir Malcolm et Reese, qui leur fait croire à chacun que l'autre est gay. Et ils vont voir une comédie musicale. Ils vont voir la comédie musicale Mamma Mia, etc. Ça y est, j'ai l'épisode. Bon, voilà. Bon, c'est voilà. L'épisode des anecdotes. On voilà, referme les tiroirs. Oui, c'est vrai. Alors, mais ça permet d'ouvrir. Mais en même temps, les années 2000, on a grandi là-dedans. Parce que j'aime dire que je suis un enfant des années 90, mais je suis né en 92. Certes, on est quand même un peu plus dans les années 90, mais avec ma petite sœur, les années 2000, ça a été quelque chose, quoi, bien quand sûr. même. Alors, on va noter quand même, pour finir sur le casting, la présence de Julianne Moore. Julianne Moore, pour moi, c'est Sarah Harding dans Le Monde Perdu de Jurassic Park. Je suis désolé. C'est très réducteur, évidemment, au vu de sa très très longue carrière. Pour resituer, c'est elle qui en 2001 reprend dans le film Hannibal le rôle culte de Clarice Starling, qui avait été précédemment tenu par Jodie Foster dans le cultissime Silence des agneaux. Elle a également joué dans le film Évolution aux côtés de David Mulder Duchovny et Sean William Stifler Scott. Et oui, n'oublions pas. Elle a également joué dans Dungeon, Hunger Games, le dernier, ou encore Kingsman, le Cercle d'Or. Voilà. Pour les films les plus récents. Oh là là. Je viens de voir ça, c'est terrible. J'ai vu ça aussi et je me souvenais même pas tellement ce film, je veux l'oublier. Oui, je crois que c'est le cas de tout le monde. Et alors pour le reste, on a aussi la présence de Kevin Bacon, Marissa Tomei ou encore Joey King. Un petit mot moi, sur Kevin Bacon, c'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est vraiment un comédien que j'apprécie et je trouve qu'on le voit trop peu. Ce gars, il avait fait une série il y a quelques années en 3 saisons, espèce de truc policier thriller qui devenait au bout de 3 épisodes absolument irréaliste. Mais c'était pas mal et moi j'aimerais vraiment que ce soit un comédien qu'on voit plus souvent. Et quand je le vois, il me fait penser, alors pas du tout physiquement, mais dans sa manière de jouer un peu à Michael Keaton. Je lui trouve des heures de Keaton dans les débuts des années 2000 et c'est vraiment un comédien que j'aime bien et j'étais très content de le revoir dans le film ce matin. Eh ben écoute, tant mieux. Moi, Kevin Bacon, c'est Holoman, l'homme sans ombre. Alors plus dernièrement, je crois un des derniers films que j'ai dû voir avec lui, c'est le X-Men Le Commencement. Où il joue l'antagoniste et sinon évidemment c'est Footloose, c'est ça qu'il a rendu connu dans les années je crois 80 et puis Apollo 13 il a joué dedans, il a joué dans Apollo 13, Les Rivières Sauvages, il a joué dans Mystic River. Alors bon, c'est Mystic River, c'est un film, moi je suis pas fan de Mystic River, mais tu n'aimes pas Mystic River? Non, je suis pas un grand fan de mais il a joué là-dedans et la série du coup j'ai retrouvé en cherchant là, c'est The Following, qui avait plutôt bien marché. C'est un truc milieu des années 2010 me semble-t-il, assez middle mais voilà, moi j'avais bien aimé ce truc là et j'étais content en fait de regarder ça parce que c'était lui et que je trouve qu'on le voit pas. Je crois que Kevin Bacon a joué dans Vendredi 13, le premier du nom en 80 justement, si je dis pas de conneries. Bon. Surtout moi je sais que un film que j'ai beaucoup aimé, que j'avais en DVD, qui a pas beaucoup marché je crois, qui s'appelait voilà. Merci à tous. Comment il s'appelait ce film? Death Sentence. Voilà, Death Sentence en 2007, très très sympa. Je l'ai pas vu, je connais de nom, mais il joue le rôle d'un père qui perd son fils et sa femme, je crois, et qui en fait décide de se venger, etc. Donc ça, c'est un film un peu de revenge et c'est très 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 cool pour le coup. Voilà. Et oui, alors juste pour finir encore une fois, toujours pour rester dans le thème des années 2000, Joey King, qui joue la fille de Julianne Moore et Steve Carell dans le film. En fait, elle, plus récemment, vu qu'on est dans les comédies romantiques, surtout plus que dans les années 2000, elle joue dans les films The Kissing Booth, voilà, qui ont quand même une certaine renommée sur les plateformes. Je me permets de le mentionner évidemment. Mais tu as bien raison. Voilà. Du coup, écoute, mon Guillaume. Oh, attention, on sort les surnoms. C'est l'épisode comédie romantique. C'est terrible. Guillaume, pourquoi ce film? Qu'est-ce qui t'a pris?
Pourquoi ce film ? Parce que c'est la Saint-Valentin et que cette année on avait envie de faire des épisodes thématiques et je pense qu'on continuera. On le dit à parce qu'on chaque aime bien. épisode thématique. Non mais ouais, mais c'est cool. Moi je j'aime trouve bien, que ouais, c'est vraiment une c'est mécanique intéressante. Ça crée aussi un petit rendez-vous avec vous sur le calendrier. Donc voilà. Tu as proposé cette comédie que je n'avais jamais vue. Ah bah justement, Elodie m'a posé la question hier. Je lui ai dit je ne sais pas et je lui demanderai pas. Je ne l'avais jamais vue. Donc je connaissais de nom et en fait je me suis rendu compte en voyant le film que je connaissais surtout une image de ce film. C'est un mème de Ryan Gosling qui rigole. Bah oui, bien sûr. Voilà, et je savais pas que ça venait de là, donc j'ai revu le film ce matin, comme toujours, je regarde les films au dernier moment. Donc c'est une découverte. Alors, je vais être franc, moi, ce genre de film-là, c'est pas un genre de film que j'aime beaucoup. Les comédies romantiques, ça a jamais été un truc qui m'a beaucoup touché, on va dire. J'en ai vu pas mal, les plus connus, t'en as cité quelques-unes dans ton édito Love Actually par exemple, mais j'en ai vu d'autres et j'avoue que c'est pas un genre moi que j'aime bien parce que je trouve que c'est un genre qui illustre parfaitement le côté un peu trop mielleux du cinéma américain et un peu trop happy end qu'on trouve pas que là-dedans, hein, mais qu'on trouve beaucoup là-dedans. Et ça fait vraiment partie des codes, quoi. Donc j'avoue que j'avais pas d'attente. Ce qui m'a fait plaisir quand on t'a choisi ce film-là, c'est de voir le casting. Et de ce point de vue-là, j'ai pas été déçu parce que ça joue bien. J'aime beaucoup Steve Carell. C'est un acteur que j'apprécie, même si je suis pas du tout un aficionados de The Office que j'ai essayé de regarder plusieurs fois et j'ai du mal avec... Vous avez perdu tous vos abonnés. Non, mais je le dis, je respecte ça, je comprends tout à fait le modus operandi de The Office, mais ça n'opère pas chez moi. Peut-être ça opérera un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas et j'ai essayé vraiment plusieurs fois. Par contre, c'est lui un comédien que j'aime beaucoup. Et notamment dans la comédie, puisqu'il a fait il y a quelques années sur Netflix une série qui reprenait un peu les codes de The Office, mais où il était à la tête d'une section militaire américaine qui s'occupait de retourner dans l'espace, grosso modo. Quelque chose, là, voilà, et ça m'avait fait franchement marrer pour le coup. Donc j'étais content de le voir. Évidemment, ça n'avait pas trop marché, je crois. Non, ça n'avait pas marché. Mais moi, ça m'avait plu. Évidemment, content de voir Ryan Gosling et Emma Stone. Ça m'a amusé de les voir tous les deux. Quelques années avant La La Land et de me dire que en fait je pense que ça leur a servi ce film là pour l'incarnation qu'ils ont eu de leur personnage dans La La Land. Maintenant j'ai trouvé ça en fait ça ressemble parfaitement à une comédie romantique. Je trouve que c'est assez ancré dans le début des années 2000. En fait, en le regardant, je savais pas quand c'était sorti. Et je me suis amusé à dire, ok, ça date de quand ? Et j'aurais dit 2007, 2008. Et en fait, c'est un peu plus récent, c'est 2011. Je trouve que c'est très très ancré dans la période et franchement j'ai pas passé un mauvais moment du tout. J'ai eu des moments où je me suis marré, notamment dans le fameux twist que t'as évoqué où là moi je m'y attendais pas du tout, ça m'a beaucoup fait rire parce que vraiment c'est un truc que tu vois pas venir. Non, je trouve que c'est très bien mené, on y reviendra. Voilà, ça marche bien. Voilà, après c'est une comédie romantique quoi. Franchement je peux pas dire que c'est un film qui va me marquer, mais j'ai pas passé un mauvais moment devant. Et toi mon cher Bastien, moi je suis curieux de savoir pourquoi t'as choisi celle-là de comédie. Parce que je suis pas du tout je suis comme toi, j'aime pas trop les comédies romantiques et pas tant à cause du côté pâteux, lourd et très enrobé du genre. Comme tu l'as un peu mentionné, c'est un genre qui est très très codifié. Je l'ai choisi parce que je trouve que pour une comédie romantique, justement, elle change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est-à-dire que tu vois, les comédies, les comédies romantiques en général, ça commence par la rencontre des deux personnages, t'as le conflit, la transformation, climax, révélation et le happy end. Souvent. Et je trouve que justement cette comédie romantique là en fait va pas à contre-pied, faut pas non plus déconner, mais va pas dans le sens classique de la comédie romantique, c'est-à-dire que là on commence, il n'y a pas de rencontre etc, on passe directement sur un divorce. Oui, je suis d'accord. On passe donc tout de suite sur un moment de conflit puis d'une transformation. Finalement la vraie comédie romantique elle est avec les personnages secondaires et je trouve que c'est intéressant en termes de code, je parle, attention. Non mais je suis d'accord. Et voilà, et en termes de happy end, je trouve pas que le film est spécialement, il a une happy end évidemment puisque ça se termine pas mal, mais je trouve que c'est pas pâteux, c'est pas lourd, c'est bien fait, c'est assez léger. Le coup du twist, moi la première fois que j'ai vu le film m'a eu. Moi aussi, totalement. Et là tu vois, en l'ayant déjà vu 2 fois le film, parce que ça doit être la 3e fois que je le vois depuis qu'il est sorti, franchement, même si je connais le twist à la fin, à la fin, je trouve que c'est super bien géré quoi. Et dans un film comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit si souvent, parce que justement généralement quand il y a dans les comédies romantiques, généralement c'est l'image que j'en ai encore une fois, mais t'as souvent pas un twist à la fin mais une révélation pour les personnages mais pas pour le spectateur. Et là c'est le cas, et du coup je trouve que ça marche très très bien. Donc moi la première fois que je l'ai vu j'avais pas vraiment d'attente non plus, mais
Mais parce que en plus moi au-delà de ça, je trouve qu'au cinéma et même en général les histoires d'amitié sont beaucoup plus intéressantes que les histoires d'amour. Ouais. Pendant longtemps j'ai pensé ça. Donc du coup ce film ça a toujours été une très très bonne surprise pour moi. Je trouve que l'alchimie entre les personnages et plus généralement entre les acteurs est incroyable. Je trouve que ça marche mais super bien. Pour l'anecdote, Steve Carell et Ryan Gosling en fait se connaissaient déjà puisqu'ils étaient tous les deux sur un projet avorté de série avant le film, quelques années avant le film. Donc D'accord. voilà. Et du coup je trouve que tout marche vraiment bien. Le fait de voir l'amour entre finalement toutes les tranches d'âge dans ce film, je trouve que c'est super intéressant. Alors la BO est pas du tout notable, la soundtrack elle est pas envahissante, ce qui est un peu rare aussi quand même dans ce genre de film. Ça je suis d'accord, c'est Tu plutôt vois, bien géré. et je trouve que ça marche bien. Donc le petit twist à la fin, la réflexion autour de ce qu'est une âme sœur et de ce mythe qui fait tant fantasmer les gens en quête d'amour, voilà. Et puis surtout, l'humour fonctionne super bien. Enfin moi je veux dire, le film même maintenant continue de me faire marrer où il faut quoi. Tu vois. Donc du coup non, c'est un peu pour tout ça que je voulais parler de ce film, vu qu'on disait qu'on voulait faire un épisode thématique, et je me suis dit bah putain, j'ai pas envie de me taper un Bridget Jones quoi, tu vois. Ouais non mais je comprends, J'ai envie d'aller sur un truc bien, et en plus j'étais curieux parce que je ne savais pas, tu vois, si tu l'avais vu ou pas, donc du coup c'était l'occasion aussi de te le faire découvrir si c'était pas le cas, et ça a été le cas que ce ne soit pas le cas, donc tant mieux. Et voilà quoi. Donc c'est un peu tout ce que je retiens du film pour le moment quoi. Bah on va rentrer dans le détail passer au un peu. résumé. Bah oui, tout à fait. Donc, alors le film il a plusieurs arcs qui finissent par se rejoindre à la fin, donc on va essayer d'y aller tranquillement puis en plusieurs fois. Le film donc commence par nous présenter Cal et Emily Weaver c'est toujours un accent extraordinaire, en train de dîner, et cette dernière annonce donc Emily qu'en guise de dessert elle souhaite finalement divorcer et qu'en plus elle l'a trompé avec son collègue David. Cal. Ouais. Alors oui, Cal c'est comment il s'appelle, c'est Steve Carell, Emily c'est j'ai oublié son nom. Mais j'ai oublié son nom. Julianne Moore. Julianne Moore, oui, j'allais dire Juliette. Ça non, pas Juliette. Wow. Donc, une fois chez eux, on rencontre leurs enfants, donc Robbie et Molly, et leur babysitter, aux deux, Jessica, donc, qui est la fille d'un de leurs couples d'amis, Bernie et Claire. On apprend que Robbie est complètement amoureux, transi de Jessica. Il a 13-14 ans, elle en a 17-18. Et surtout on comprend très vite que Jessica quant à elle est amoureuse de Cal, c'est ça le twist un peu à ce moment là, donc le père de Robbie. Donc Cal lui il va décider de pas perdre de temps, il va quitter la maison pour un appartement, puis il va se mettre à écumer le bar un peu lounge, un peu classe, dans lequel finalement il fait assez tâche, pour être tout à fait honnête, parce que il faut dire qu'il a un style vestimentaire qu'il met pas beaucoup en valeur quoi. Non, il a un costume beaucoup trop grand, il a des baskets, des New Balance, voilà. Et donc au passage en même temps son ami Bernie va le rejoindre et lui dire non mais moi je prends avec Emily, donc on a décidé de prendre le parti de ta femme quoi en fait. Alors moi le truc qui m'a vraiment tiqué ce matin en le voyant, je connaissais pas le casting en dehors des principaux, et quand j'ai vu arriver cet acteur je me dis putain attends je le connais, en fait c'est le Zodiac. Et du coup c'est terrifiant quand tu as ça en tête, parce que oui c'est vrai, il est très inquiétant dans le film Zodiac. C'est pour ceux qui l'ont pas vu, c'est lui qui est le suspect principal dans la thèse défendue par Fincher, et du coup j'ai vraiment eu un truc de mais attends. Et j'ai vraiment mis pause pour dire attends, il faut que je trouve, j'ai pas cherché, et à un moment je dis putain c'est le mec de Zodiac, et du coup ça rend son comportement encore plus horrible, oui, notamment à la fin, et voilà, donc ça m'a fait rire de voir, et c'est un très bon acteur ce mec. Ouais mais c'est ça, le film je l'ai pas mentionné parce qu'il a une filmographie qui est longue comme il a un petit rôle là, et puis il a un petit rôle, mais justement c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le film prend le parti de même les petits rôles mettre des acteurs relativement connus quand même, mais totalement du spectateur quoi, lambda, donc c'est cool. Donc son ami Bernie, ce mec-là, va lui dire que sa femme et lui ont décidé de prendre le parti d'Emily, donc la femme de Cal, et que je peux plus être ton ami mec. Et oui, parce que c'est ma femme qui décide. Oui, c'est bien connu. Tout va bien, voilà, et c'est à ce moment-là que Carell va donc faire la connaissance du Barney Stinson de cette histoire. Ah bah totalement, j'ai pensé à lui. Évidemment, à savoir Jacob Palmer, incarné ici donc par Ryan Gosling. Alors Jacob, en fait, il écume le bar à la recherche de conquête d'un soir. Alors, il respire la classe, il transpire la classe, même j'ai envie de dire, et la confiance en soi. Donc, tout le contraire de Cal. Il est atrocement beau dans ce film, c'est terrible. On y reviendra. J'ai de le dire. On y reviendra. Mais oui, c'est affligeant pour nous. Donc, pourtant, il va quand même décider, contre toute attente, de prendre Cal sous son aile et de le transformer, d'opérer un changement chez lui.
Oui, le personnage et de le transformer en fait dans sa façon de s'habiller, dans sa manière d'être. Il dit qu'il veut lui faire retrouver un peu sa masculinité. Voilà, donc oui, le personnage de Jacob, c'est un peu Barney Stinson qui rencontre Christina Cordula. Oui, voilà, il faut le dire. Donc après ce relooking nécessaire, Cal va observer le temps de quelques scènes comment Jacob drague, puis se jeter dans le grand bain à son tour. L'occasion pour Michael Scott de pécho Tante May, puisque oui, la prof qu'il ramène est bel et bien incarnée par Marissa Tomei, Oui, la Tante May des films Spider-Man. Ah oui. Voilà. Et à partir de là, c'est c'est Amazing Spider-Man non, des films Spider-Man. Oui, pardon, des films Spider-Man de Marvel avec Tom Holland. Et à partir de là, c'est pas celle de ceux de Sam Raimi parce que c'est très chouette. C'est pour que les gens aient bien l'image. Voilà, c'est ça. Et à partir de là, c'est la fête. Cal enchaîne les conquêtes, mais il n'arrive quand même pas à oublier sa femme, Emily, au point qu'il va même s'occuper des fleurs, etc., dans le jardin de temps en temps. Et il finit par la retrouver le temps d'une rencontre avec la professeure de leur fils Robbie. Et surprise, il s'agit en fait de Tante May. Et oui, ce qui donne lieu à une scène extrêmement drôle où la professeure se défoule sur lui. Ouais. Il finit donc par avouer à Emily que depuis leur séparation, il a couché avec 9 femmes, mais dans le seul but de l'oublier, pas pour la blesser, puisqu'au final, quand il a rencontré Jacob, il lui avait avoué qu'il n'avait couché qu'avec une seule femme, à savoir son ex. Sa femme. C'est ça. Donc Jacob, je le disais, c'est le Barney Stinson de Crazy Stupid Love, et en fait, il nous a été présenté lors d'une première scène dans laquelle on rencontrait également le personnage de Anna, donc incarné par Emma Stone. Anna, en fait, c'est un personnage c'est une jeune fille qui attend d'avoir son diplôme d'avocat. Oui, exactement. Elle prépare son diplôme, elle est en pleine révision de son diplôme. C'est ça. Présenté assez vite, ça. Et en fait, elle est en couple avec un avocat déjà confirmé, Richard, qui dit avoir une grande annonce à lui faire lorsque elle aura son diplôme. Richard qui, selon toute vraisemblance, a le même coiffeur que Tom Hanks dans la saga. Et on y revient. Tout est lié aujourd'hui. Dans la saga des Dan Brown, c'est vraiment sa coiffure, c'est interdit. Non, mais ce personnage est interdit. Oui, tout court, mais la coiffure, c'est non. Vraiment. C'est terrible. La meilleure amie d'Anna, Liz, pareil, une tête très connue du petit écran et du grand, elle a fait pas mal de second rôle, ne sait pas que cette dernière trouve à Richard, finalement. Elle arrête pas de lui dire, mais c'est pas possible, reste pas avec ce mec-là. Elle souhaite qu'elle le quitte et que Anna se lâche pour enfin profiter un peu d'une liberté sexuelle que Liz estime salvatrice pour elle. En gros, Liz veut que Anna prenne son pied et vive un peu, quoi. Oui, c'est un peu ça, parce qu'elle voit bien que ce mec-là est pas du tout. Il se préoccupe beaucoup de lui, très peu d'elle. Voilà, c'est ça. Et que à chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour se mettre plus en avant lui que sa compagne, quoi. C'est ça, absolument. Donc Anna, elle repousse évidemment les avances de Jacob, puisque c'est à ce moment-là que Jacob est en train de la draguer, malgré une alchimie déjà visible entre les deux à ce moment, et elle finit par avoir son diplôme. Et la grosse annonce de son Richard, finalement, c'est de lui proposer de devenir associé dans son cabinet d'avocat à lui, au lieu d'une demande en mariage, ce à quoi Anna s'était finalement préparée. Non, mais puis surtout, ce qui est important, c'est qu'au-delà de pas la demander en mariage, quand elle lui explique, il lui dit non, mais pour nous, j'ai besoin de réfléchir long terme. C'est vrai qu'il lui dit ça, oui. Et là, bon, quand tu regardes la scène avec du recul, regarde lui, le gars ne réfléchit pas trop longtemps. Ouais, pour d'évidentes raisons. La preuve en est que Anna, finalement, le jette tout de suite. Exactement, au plus grand bonheur de Liz. Absolument. Elle le jette avec fracas et elle fonce au bar pour retrouver Jacob et le convaincre d'aller faire la bête à deux têtes, finalement. C'est beau. Et alors moi, cette scène, la manière dont elle rentre dans le bar pour le récupérer, ça m'a fait penser... bien sûr. Non, mais je trouve que... Non, mais évidemment, on est obligé d'y penser. Toi, t'es obligé d'y penser. Quand t'as vu La La Land, la fin de La La Land où on voit la vie comme elle se serait passée... Il y a un peu de ça quand même. Ryan, Emma, si vous nous entendez, arrêtez de faire des films ensemble. Si vous entendez, parce que je vous aime oui, voilà. Mais si vous nous entendez, ne faites plus de films ensemble. Si, n'arrêtez jamais. Parce que Guillaume, à chaque fois qu'il y aura une scène dans un bar, va penser à La La Land. Exactement. Je vous le dis. Bref, donc. Elle retrouve Jacob, donc Jacob l'emmène chez elle, évidemment, et après avoir donné des complexes au pauvre homme trentenaire qui ne fait pas de sport que je suis. Que nous sommes, absolument. Et après un moment Dirty Dancing mémorable, alors petite anecdote pour ce moment-là, ça part d'une vraie histoire de Ryan Gosling qui avait eu un date où il avait pu faire ça, machin. Et donc le porté de Dirty Dancing pour visualiser, c'est ouf. Et en fait, Emma Stone a le vertige et du coup c'est une doublure parce que tu vois on le voit la porter mais de loin. Et en fait c'est une doublure parce qu'ils ont fait une fois la première scène en répétition. Et en fait, ça l'a mis tellement mal qu'elle a dû faire une pause et aller regarder un film. Apparemment, c'est lié à un accident où elle se serait cassé les bras quand elle était plus jeune. Voilà. D'accord, ok. Mais la scène marche très bien. La scène marche très très bien. Donc, suite à ça, à ce porté magnifique, ils finissent par aller dans le lit et discuter
toute la nuit et s'endormir dans les bras de l'autre en fait. Et deuxième anecdote, toute la scène où ils discutent est une totale impro. Ok. Voilà, ce qui prouve à quel point les deux acteurs ont une alchimie de fou. C'est clair. Hallucinant. Ah bah c'est clair. Donc voilà. De son côté, Robbie, notre petit ado de 14 ans, est toujours aussi amoureux de sa babysitter Jessica. Et cette dernière est toujours aussi folle de Cal au point qu'elle se met à faire des photos d'elle nue afin de lui offrir. Emily, quant à elle, finit par se prendre au jeu de la lourde drague de son collègue David. Suite au rendez-vous du coup parent-prof dont je parlais plus tôt. Finalement, Cal, avec l'aide de ses enfants et l'optimisme de son fils surtout, et devant le manque de nouvelles de la part de Jacob, à ce moment-là du film, décide de reconquérir Emily. Parce que oui, c'est aussi ça, Crazy Stupid Love. Il finit quand même par avoir des nouvelles de Jacob, qui lui explique qu'il est amoureux, et que c'est la première fois pour lui que ça lui arrive. Ouais. Et que finalement, il a besoin de quelques conseils, surtout qu'il va rencontrer la mère d'Anna. Et du coup, voilà, donc il y a un petit dialogue qui est sympa. Et donc après lui avoir souhaité tout le bonheur du monde, Cal raccroche le téléphone et se concentre sur les préparatifs de sa surprise. Et on va rester là pour le moment. Oh, quel teasing. C'est pas beau, franchement ? C'est sublime. Vraiment, Voilà. vraiment tu sais vraiment mieux faire les résumés que moi. Hein. N'importe quoi. Bon, une scène préférée, quelque chose, mon Guillaume, qu'est-ce que t'en penses à ce moment-là là ? Non, la meilleure scène, c'est la scène où ils sont tous les deux chez Ryan Gosling. Je trouve que c'est la meilleure scène parce que d'abord, elle est assez longue, cette scène. Elle est découpée en plusieurs séquences. Ils préparent le cocktail, ils boivent, ils font ensuite le truc de Dirty Dancing, puis ils vont discuter. Et je trouve que cette scène, elle fonctionne vraiment bien parce que elle met bien en scène le fait que lui, il n'arrive pas à être comme il est d'habitude. On voit bien, il est pas à l'aise, ne serait-ce qu'à enlever son t-shirt. Alors c'est totalement contraire avec. C'est pas lui qui a pris les devants en fait. Mais c'est ça. Et puis on sent qu'il est qu'il ressent des choses qu'il n'a pas l'habitude de ressentir avec quelqu'un. Et je trouve que cette scène, elle fonctionne bien. Et tu l'as dit, c'est deux comédiens qui ont une alchimie particulière à l'écran. Ça se vérifiera plusieurs fois au cinéma, mais dans ce film-là, ça marche très très bien. Je trouve que la scène, en plus, elle est bien faite du point de vue visuel. La maison, on l'a pas dit, mais il y a une espèce d'immense baie vitrée, ce qui fait qu'on peut voir. C'est filmé un certain plan de l'extérieur, certain plan de l'intérieur. Je trouve qu'il y a un bon travail sur la lumière. Et globalement, d'ailleurs, je trouve que le film est plutôt bien réalisé. Oh oui, c'est un des points forts du film. Je pense à la scène avec Steve Carell où il est au téléphone avec sa femme. On n'en a pas parlé, mais dans le jardin, il est dehors, elle dedans, et je trouve que ça marche plutôt bien. Mais voilà, pour moi, c'est la scène qui fonctionne le mieux. Après, il y a vraiment des scènes iconique pour moi du genre. Je pense à la scène du relooking. C'est vraiment, on est dans Pretty Woman mais inversé, et je trouve que ça marche bien. Oui, c'est assez elle drôle. Elle est vraiment drôle. Voilà, il jette ses chaussures au plein milieu du centre commercial. Il n'arrête pas de lui donner des petites claques. Voilà, ça je trouve que ça marche pas mal. Et effectivement, la relation entre les deux, elle est plutôt cool. On sent qu'il y a on se dit au début, ouais, bon, c'est pourquoi est-ce qu'il fait ça pour lui ? Il n'a pas trop de raisons, mais en fait, si, on comprend qu'il y a une vraie alchimie qui se crée aussi entre eux d'un point de vue amical cette fois, et je trouve que ça fonctionne bien. Et je trouve ça bien que dans ce genre de film, on intègre aussi ce truc-là. Et voilà, c'est les deux scènes, on va dire, principales que je retiens, c'est ce truc du relooking et cette scène avec Emma Stone, que je trouve vraiment, vraiment réussie. Et toi ? Moi, j'ai adoré la scène du rendez-vous parent-prof en termes de pure comédie. Ouais, c'est très drôle. Parce que du coup, tu le vois pas forcément venir, je trouve. Non, pas même du si tout. on te dit qu'elle est professeure les 3-4 scènes avant, je me suis pas dit ça va être celle. Va être celle du petit, alors qu'effectivement, la seule fois où on le voit dans la classe, on la voit pas elle. Oui, puis avec le recul, elle te dit qu'elle est prof, qu'elle a fait ses études à Oxford, donc en Angleterre. Mais oui, ça marche bien. Je trouve que ça marche très très bien. Et oui, tu l'as dit, la scène entre Emma Stone et Ryan Gosling, c'est très très bien. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film jusque-là, c'est que finalement, j'ai pas l'impression que ce soit si souvent que ce soit dans ce sens-là. Que ce soit un homme qui doit être relooké, qui doit être aidé à aller de l'avant, à évoluer, à devenir la meilleure version de lui-même, entre guillemets, pour reprendre des termes un petit peu plus récents, mais plus actuels, pardon. Mais disons que voilà, moi j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. L'alchimie, tu l'as dit, je vais le répéter, mais l'alchimie entre tous les acteurs et notamment les duos qu'on voit au fur et à mesure du film fonctionne super bien. Et en fait, j'ai bien aimé le côté où Ryan Gosling, il y a toujours un respect mutuel en fait entre ce personnage-là et le personnage de Cal, et il le chambre, mais lui se met à le chambrer aussi un peu, il prend un peu machin. C'est jamais humiliant.
Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord. C'est Je pas vois genre ce que tu veux dire. on prend le mec le plus dégueulasse de la terre, grimé à fond, moche et compagnie pour en faire. Je trouve que ça rend très bien. Je trouve que ça marche très bien. En plus, pareil, contrairement à beaucoup de comédies romantiques, j'ai l'impression que là, tu peux vraiment t'identifier au personnage. J'ai cette impression. Alors, je dis pas que je m'identifie à un cinquantenaire père de 3 enfants et compagnie, un quarantenaire, pardon. Mais ou un super beau gosse, comme je l'ai dit, avec des abdos d'acier, etc. Mais disons que je trouve que les personnages paraissent plus humains, plus accessibles que dans beaucoup de comédies et beaucoup de films du genre. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, Et c'est vrai qu'en fait, cette comédie, elle a une dimension. Évidemment, c'est une comédie, donc il y a des trucs qui n'ont aucun sens, mais c'est assez terre à terre. Oui, C'est elle est pas- assez humaine. Moi, Le fait de partir, puis déjà de faire une comédie romantique sur cette tranche d'âge-là, c'est-à-dire partir au départ sur un couple qui a plutôt entre 40 et 50 ans et pas raconter une histoire d'amour de trentenaire ou comme on a souvent l'habitude de le faire au cinéma, c'est pas mal. Et le décalage entre Ryan Gosling et Steve Carell fonctionne bien parce qu'effectivement en fait ils sont de 2 mondes et de 2 époques différentes. On comprend en plus par ailleurs que Ryan Gosling il est riche, on nous dit pas exactement pourquoi, mais il y a toute une scène où avec Emma Stone où c'est ils en dans parlent. cette scène-là justement où ils en parlent. Donc on comprend qu'ils vivent pas non plus dans la même sphère sociale. Et je trouve que c'est plutôt intéressant aussi de ce point de vue-là parce que ça crée des décalages entre eux. Lui, c'est un bon père de famille. Alors, ils sont pas malheureux. Hein. Elle a l'air de travailler dans un bureau d'avocat aussi, me semble-t-il, sa ou femme. un là. truc assez riche, quoi. Donc, ils ont pas l'air malheureux, mais on sent quand même qu'il baraque, machin. y a un petit décalage entre les deux, quoi. Ouais, bien sûr. Et autre point quand même, moi, que je voudrais ajouter, on en a pas trop parlé, mais c'est les gamins. Moi, je trouve qu'ils jouent bien, les enfants et notamment l'ado qui est donc amoureux de sa babysitter. Et ça, je trouve que ça marche plutôt bien. Et il y a notamment la scène où il fait un espèce de spectacle dans la cour d'école là, qui est terrifiant pour elle, quoi, parce que vraiment, il lui fout la honte devant l'intégralité du lycée-collège. Et ça, je trouve que c'est un truc qui marche assez bien. Et ça marche bien parce que les gamins jouent bien. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter, je suis assez d'accord avec toi. Moi, en termes de scène préférée, ma vraie scène préférée arrive après, donc c'est pour ça, encore une fois, transition toute trop. Mais exactement, comment ça termine voilà. Et alors, non, si, pour finir sur les petites anecdotes, vu qu'on parlait de Ryan Gosling et Emma Stone, alors c'est pas des anecdotes du film, c'est une anecdote de Bastien, là. C'est que, en fait, depuis qu'on a regardé La La Land, je me suis même pas rendu compte que je t'avais proposé, que c'était ce film-là que j'avais proposé pour la Saint-Valentin. Ouais. Et surtout, j'ai regardé, pour moi, comme ça, sans pression, Gangster Squad. Okay. Donc le 3e film dans lequel ils jouent tous les deux. Donc en fait en quelques mois je me serais tapé les 3 films où Ryan Gosling et Emma Stone jouent ensemble. Voilà, ça c'est ce soir quand vous allez vous coucher, vous allez vous dire mais tu te rends compte quand même, Bastien il a regardé les 3 films avec Emma Stone et Ryan Gosling. Mais c'est génial. Mais c'est fou. C'est pas quand même la meilleure information de ce podcast. On est quand même proche de notre public. Hein. On partage des trucs de fou avec vous. C'est dingue. Ça. Bon allez, on arrête les blagues. On part sur le dernier acte du film. Donc du coup, on en était où ? On en était au moment où Cal était en train de reconquérir sa femme, parce qu'en fait, ils sont juste séparés, hein, il n'y a pas vraiment de réel divorce de prononcé. Donc pour la reconquérir, il lui fait une surprise dans le jardin en recréant un de leurs souvenirs de jeunesse quand ils venaient de se mettre ensemble, parce que oui, je ne l'ai pas dit, j'ai fait exprès de ne pas le dire, ils sont ensemble depuis leurs 17 ans. Émilie, donc elle rentre chez elle et ses enfants lui bandent les yeux puisqu'ils sont dans le coup. Oui. Elle entend Cal parler, ils se retrouvent tous dans le jardin, donc elle a les yeux bandés et finalement Anna et Jacob débarquent. Et là, bim, surprise pour tout le monde et pour le spectateur. Et ça c'est génial parce qu'en fait depuis le début du film, ce que je ne vous ai pas dit parce que ça n'avait aucun sens d'attirer le regard là-dessus, c'est que Cal mentionne souvent une certaine Nana. Nana, on suppose quand il en parle que c'est une grand-mère, que c'est une belle-mère, que c'est une personne proche de la famille. Éloignée, qui n'est pas directement liée à eux. Et en fait, c'est la première fille de Cal et Emily qu'ils ont eue à leurs 17 ans et qui explique pourquoi elles se sont mariées si jeunes. Donc là, c'est le drame et tout va commencer à s'enchaîner. Parce que du côté de Jessica, la babysitter amoureuse de Cal, son père Bernie trouve les photos de nu. Dans une enveloppe avec le prénom de Cal. Terrible. Et donc là, ils foncent donc chez ce dernier évidemment. Ce qui montre que, même si ça avait l'air d'être un personnage très derrière sa femme, il est capable de prendre les devants. Ah oui, là... et ils foncent donc chez ce dernier avec sa fille qu'il poursuit évidemment. Et alors du coup, à ce moment-là, quand il arrive, là, c'est le bordel. Il y a tout qui part un peu en vrille. Donc il y a des problèmes entre Anna, Jacob et Cal, puisque Cal dit à Anna, mais non, mais ce mec-là, je le connais. Anna qui dit, mais comment vous comment tu connais mon père? Voilà. Et puis après, il y a une bagarre entre Cal et Bernie. Et puis finalement, Cal et Jacob, puisque Jacob essaye de retenir Bernie.
Et alors là, où on se dit, mais ça peut pas aller plus loin. Eh bien si. David Oui. David arrive, donc Kevin Bacon, voilà. le collègue d'Emily fait son entrée. Jacob, qui comprend que c'est le fameux David dont il a tant entendu parler, enlève ses bagues et va donc pour lui foutre une énorme patate. C'est ça. Donc là maintenant, il y a un nouveau combattant qui est entré dans l'arène. À noter que du coup, c'est à ce moment-là que Jessica avoue à son père, non mais il a jamais vu les photos, mais je l'aime lui. Et là, du coup, Robbie prend un gros coup dans la tronche. Terrible parce qu'en fait, pour elle est Cœur brisé. son âme sœur, comme il le dit, Tout à fait. est amoureuse de son propre père. Et oui. ça, c'est un truc qu'on n'a pas envie de vivre, hein. Surtout c'est à 14 clair. ans, quand tu te construis. Quelle horreur. Donc voilà, bon finalement voilà, donc c'est à ce moment-là qu'il y a cette fameuse scène cultissime en termes de mème où les 4 personnages sont alignés. Il y a Steve Carell qui est à côté de Ryan Gosling, et Ryan Gosling en fait se tape une barre parce qu'ils sont en train de se faire engueuler par un Et il policier. se cache la bouche et compagnie. Je l'ai fait du coup. Et moi aussi, et on m'a plus entendu. J'ai remarqué aussi. Mais je pense, là c'est complètement perso, mais je pense personnellement qu'il était réellement mort de rire. Je pense, ouais. Il a l'air d'être vraiment mort de rire là. Surtout quand tu vois le film. Oui, je pense qu'ils se sont marrés à faire ça. C'est obligé. Parce qu'à un moment, ils sont quand même tous les 4 par terre à se rouler par terre. Ouais, enfin, voilà. c'est vraiment. Et drôle. du coup, moi, c'est cette scène-là, ma scène vraiment préférée. Oui, non, mais du bien film. sûr. C'est la scène de résolution, entre guillemets, que je trouve incroyable, quoi. Ouais, puis en plus, elle amène vraiment des trucs inattendus. Enfin, on ne voit pas arriver le twist. Tout le monde est obligé de se dévoiler. Et c'est ça. Et puis en plus, Jacob, qui quand il voit Kyle, il fait qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est ma fille. Quoi? Et depuis quand t'es une fille adulte? Et je t'ai dit qu'on s'était mariés à 17 ans. Ah, c'est pour ça. Quitte-la. Non, c'est absolument génial. Vraiment, c'est génial. C'est vraiment une scène qui fonctionne très bien. Et alors, comme c'est la première fois aussi, avant de conclure, comme c'est la première fois qu'on fait une comédie romantique, mais dans comédie romantique, il y a comédie, je vous laisse découvrir les gags, etc. Parce que, bon là, dit-il après avoir gâché le twist, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de vannes, c'est pas racontable. C'est des trucs visuels, c'est des trucs qui marchent dans le contexte du film. Donc c'est difficile de les raconter, mais il y a énormément de gags qui fonctionnent, quoi. Ouais, et puis Steve Carell, il a. Situation, en fait. Il fait partie de ces comédiens qui ont un humour beaucoup comme Jim Carrey, par exemple, avec ses expressions, avec son visage, avec ses yeux. Moi, je trouve que les deux sont très similaires. C'est pour ça que ça marche bien dans Bruce Tout-Puissant. Je suis totalement d'accord. Moi, je rangerais dans la même catégorie. Alors, c'est différent, mais l'acteur de Mr Bean, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont une qualité incroyable de faire passer des expressions et des émotions sur leur visage. Et Steve Carell, il a vraiment un côté flegmatique que moi j'aime bien. Et avec, notamment dans cette scène-là, d'un coup, il s'énerve alors qu'il s'énerve jamais dans le film, et ça fait un décalage, c'est très très drôle, ça marche vraiment bien. Absolument. Pour conclure du coup le film, ensuite suite à toutes ces situations là, donc Cal en fait renie complètement un peu sa famille suite à ça, et quelques jours plus tard, quelques semaines même on suppose, au moment de la remise des diplômes de Robbie, celui-ci qui ne croit plus en l'amour commence à livrer un discours extrêmement pessimiste sur l'amour en général et les âmes sœurs, à l'opposé du discours qu'il a pendant tout le film en fait. Puis alors surtout, c'est la remise des diplômes. Quel rapport? Genre vraiment, c'est le second de la classe, il fait son discours. On n'est pas aux États-Unis, on peut pas savoir. C'est très drôle. Moi, je trouve que ça rajoute de la comédie au truc. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'intégralité du lycée derrière. Les mecs sont tous en costard cravate. On s'attend à ce qu'ils parlent de l'année. Et lui, il dit vous savez, l'amour, ça n'existe pas. J'ai trouvé ça. Je trouve que ça rajoute un degré de comédie vraiment réussi. Oui, c'est ça. Puis ça, même si là, il est à l'opposé de ce qu'il dit pendant tout le film, il a quand même ce côté très, très adulte et un regard très éveillé sur les relations en général, même dans le négatif. Il a beaucoup mûri. C'est ça. Et bon, finalement, pour sauver un peu son fils de ce discours terrifiant, Cal prend la parole devant l'Assemblée, puisqu'il fait, il veut redonner espoir à son fils. Il le dit lui-même, c'est pas du tout mon fils que j'ai en face de moi à ce moment-là. Il faut qu'il comprenne que... Et pour en même temps, il en profite pour présenter ses excuses d'une certaine manière pour le comportement qu'il a eu lors de la fameuse révélation. Ça se finit, du coup le happy end, c'est qu'il donne son consentement à Jacob en lui donnant des petites gifles de la même manière que lui il lui donnait des gifles. C'était très drôle. En disant à sa fille Anna, donc Emma Stone, ça va être marrant en fait, je pense qu'on va bien rigoler. D'ailleurs c'est elle qui lui dit, je crois. Voilà, et finalement il fait la paix avec Emily, mais il n'y a pas de résolution en mode ils se remettent ensemble. C'est ils font la paix. Ils font la paix. Et moi je trouve ça génial en fait. Et puis il y a la résolution de Robbie. C'est ce que j'allais y venir. Robbie, finalement, ça se termine là-dessus. Robbie repart avec une photo nue de Jessica qu'elle lui donne et la promesse de peut-être un jour réussir à conquérir celle. Voilà. Et il lui dit même, mais tu sais, on m'a toujours dit que je ressemblais à mon père, donc quand je vais grandir, je vais lui ressembler encore plus. Donc à ce moment-là, normalement, c'est sûr que tu vas me tomber dans les bras. Et ça, c'est génial. Et du coup, c'est la fin de Crazy Stupid Love. Et quelle comédie romantique super. Vraiment, elle est...
Je trouve que si vous n'êtes pas aficionado des comédies romantiques, si vous les fuyez parce qu'effectivement vous êtes un peu comme nous, vous vous dites putain mais non c'est toujours la même chose patati patata, mais regardez ce film parce que vraiment moi c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui me fait plaisir, qui me fait du bien, je trouve. En fait, ce film, il a un côté feel good. Exactement. Moi, j'ai en tête une autre comédie romantique, donc je vais essayer de retrouver le nom en Happiness tête. Therapy. Alors non, ça Happiness Therapy, on en parlera un jour, mais non, T'aimes pas Happiness Therapy on pourra, bah voilà, on fera Happiness On en parle. Therapy. Oh la vache. C'est un choc pour moi les gars. Je sais pas si tu connais The Holidays, qui est Pas du avec tout. Cameron Diaz et Jude Law. Je l'ai vu dans le classement des comédies romantiques à avoir vu, tu vois. Et Jack Black. J'ai vu ce film et pour le coup, ça, je n'aime pas du tout. Parce que je trouve que c'est... en fait, ça se prend, ça se prend énormément au sérieux. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas très feel good. Il y a un côté un peu... on veut aller jouer vraiment sur la romance au sens littéral, sur les émotions. Tu sais, il y a un côté... Un côté violon, on tire les... C'est ce que j'allais dire. La corde, quoi. On va te mettre des scènes très marquées par la musique. Regarde comme et tout. c'est beau. Non mais ouais, il y a un peu de ça. Et c'est vrai que moi j'appréhendais un peu ça pour le film, puisque dans ma tête, la majorité des comédies romantiques ont ces codes-là, en tout cas celles que je connais. Mais c'est vrai que Crazy Stupid Love a cet avantage d'être presque plus une comédie qu'une comédie romantique. C'est vrai. Je trouve que le degré romantique, il est... Pour le coup, pour une fois, c'est bien utilisé. Il est en deuxième position dans la terminologie et c'est plutôt logique. Ouais, c'est ce que je disais. C'est en fait finalement la vraie comédie romantique, c'est le personnage de Jacob et Anna. Et voilà. Et pour le coup, ouais, on passe un bon moment. Donc, si vous l'avez pas vu, même si vous n'êtes pas fan, bah, c'est un bon petit film de Saint-Valentin. Je suis en vrai, je pense entièrement que tu te d'accord. marres devant. Mais moi, c'est ça qui est cool. Et puis c'est un bon film de Saint-Valentin. Ça parle de l'amour à tous les âges et puis ça va pas dans le pathos quoi. Ouais, alors après, on est juste complexé devant Ryan Gosling, mais ça, on s'en remet. Oui, voilà, on s'en remet parce qu'on sait que c'est qu'un acteur. Voilà, c'est ça. Il n'existe pas vraiment. Qu'on n'a pas sa facilité, qu'on n'a pas le temps qu'il a pour se prendre soin de lui. Bah, c'est clair, voilà, ça, les excuses, on les connaît. C'est fou, elles sont ça. là. Il y a pas de somme. Voilà, tout va bien. Non, bah voilà. Écoutez, moi, c'est bon pour moi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Eh bien non, si ce n'est de vous remercier de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. Vas-y, je t'en prie. En fait, non, si je te pose la question de savoir si tu as quelque chose à rajouter, mais en fait, je me rends compte que moi, j'ai quelque chose à rajouter. Mais je t'en prie. Mais pas sur le film. C'est juste déjà, comme tu dis, merci de nous avoir suivis aussi pour cet épisode. Et puis surtout, bien écoutez, suivez-nous sur les réseaux parce que là, on prépare quand même un événement mais bien assez sûr, fou. On va en dire quelques mots. Donc l'épisode sort le 15 février, pardon. On l'enregistre le 13, il sort le 15. Oui, voilà, on se garde notre Saint-Valentin, les gars. Ok. Exactement. Et alors, vous allez faire quoi même ? Désolé, mais on la passe pas ensemble. Mais on la passera avec vous puisque vous allez nous écouter demain. Exactement. Donc, si vous nous suivez sur Instagram, vous le savez, mais si c'est pas le cas, venez nous rejoindre sur Instagram. Le 21 février, donc samedi qui suivra la sortie de cet épisode, nous serons présents à la médiathèque de Nanterre dans le cadre d'un festival sur la le médiathèque cinéma. Pierre et Marie Curie, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et on animera une petite conférence sur le cinéma. On va vous parler de science et d'imaginaire au cinéma. Et surtout, après ça, on va enregistrer pour la première fois un épisode en public. Donc si vous avez envie de venir nous voir, nous on serait évidemment très contents. Il faut juste aller sur les liens qu'on a mis dans nos différentes stories pour aller vous inscrire auprès de la médiathèque. Il y a une jauge qu'on peut pas dépasser. C'est pas le Stade de France, hein, rassurez-vous. Mais voilà, si vous avez envie de venir nous voir, nous on serait évidemment très contents de vous Pour moi, c'est un Stade de France. Hein. Pour nous, on le vit comme ça. Le niveau de stress, je te le dis, le niveau de stress fait que monter, moi. Hein, mais bon, on est à ce niveau-là. Mais en tout cas, non, on serait vraiment content de pouvoir vous voir. Donc si vous avez envie de venir nous voir le 21 février, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. On sera ravis de faire un épisode avec vous, puis de passer un peu de temps tous ensemble, évidemment. Avant et après, c'est à partir de 10h. À partir de 10h, de 10h à midi, normalement. Il y aura une heure d'échange autour de 3 films liés sur le thème dont tu as parlé, imaginaire et science. Exactement. Et en fait, on sera accompagné par l'organisatrice de cet événement, donc Maude, qu'on embrasse. Et qu'on remercie de l'invitation. Et qu'on remercie bien sûr de l'invitation, j'allais le dire. Et qui, en plus, aura aussi sa petite participation. Mais bien sûr. Au-delà de nous inviter, elle va participer avec nous à animer cet échange, puisqu'elle va aussi parler d'un film. Donc il y aura 3 films dont on va parler tous les 3. Voilà. En plus de l'épisode qu'on enregistrera en deuxième partie. On va pas vous dire sur quoi il est, mais sur un film qui est pas très connu. C'est vraiment très un peu. tout petit film de la pop culture. Oui, non, c'est un petit film de niche, de toute façon. C'est un film de niche, j'aurais pas dit mieux. Et puisqu'on en est au remerciement, remercie aussi, on a eu quelques retours ces derniers temps sur le podcast. Je pense à Mélanie, par exemple, qui nous a envoyé un très gentil message merci beaucoup, Mélanie. sur Instagram. Donc merci à tous ceux qui nous font des retours. Vraiment, vous imaginez pas comme ça nous fait plaisir. Je pense à Linou aussi, qui nous a envoyé un très gentil message.
Oui. et qu'on aura l'occasion de recevoir ici dans quelques temps. C'est Merci Bastien. Merci Guillaume. Merci à tous et puis rendez-vous la semaine prochaine depuis Nanterre. Absolument. À la Salut semaine à prochaine. tous. Salut. Ciao. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! À la boulette. Je vous emmerde! Je rentre à mon maison! D'accord, faisons comme ça.